Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Alors, je vais dire de cette information, je vais faire une analyse. Ceux qui font des captures là, il faut enregistrer ici et envoyer ça aux Béninois. C'est important l'analyse que je veux faire. Et vous allez bien sûr l'analyse que je vais faire. Et je le disais tantôt que le Togo, depuis Yadema, l'origine de Yadema, s'est toujours mêlé des élections des pays voisins et peut-être un peu plus loin. D'abord les voisins, ils ont toujours un regard sur les pays voisins, histoire d'assurer leurs arrières. Le Ghana, le Bénin et le Burkina. Et un peu plus loin, le Mali et le Niger. On a vu aussi l'apport du Togo pour que Ouattara prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire, même au Libéria avec George Weah, jusqu'en Afrique du Sud. Ils se sont toujours impliqués dans certaines élections en donnant des moyens à certaines personnes pour avoir plus tard leur soutien ou voilà, leur bienveillance. Et donc, il y a de cela 5 ans, les Togolais ont voulu jouer un peu les trolls faits au Bénin avec Réki Amadjougou. Et heureusement que Talon était très vigilant. Et il a, je ne sais pas comment dire ça, il a anticipé d'où l'arrestation de cette dame-là, Réki Amadjougou, que vous connaissez déjà, qui elle est, elle était avec Ford, vous savez qui elle est pour Faure Gnassingbé. Et donc, Réki Amadjougou qui est en prison jusqu'à ce jour, et le professeur Joël Aïvo, qui était aussi le conseiller juridique de Faure Gnassingbé, le professeur Joël Aïvo. Parce que pour lui, on n'en parle pas souvent, c'est les 2 personnes qui ont été arrêtées au Bénin. Et depuis 7 ans, 7 ans pratiquement, les relations entre Talon et Faure Gnassingbé sont toujours en dents de scie. Au début, Talon est passé par le Togo plusieurs fois, mais après, dès que Réki Amadjougou a été arrêté, bientôt 7 ans, ces relations sont en dents de scie. Et généralement, quand Talon prend la parole pour parler de son départ, ou pour parler de la démocratie béninoise, ou pour parler de la limitation du mandat, on a comme l'impression qu'il jette la pierre dans le jardin de son voisin de l'Est. Et cela, forcément, gêne. Cela est perçu comme un mépris, une insulte. Et à chaque fois que Talon prend la parole, quand il parle, on sent qu'il s'adresse à son voisin de l'Est. Et ça fait très mal à Lomé que Talon s'adresse à eux de cette manière-là. Et donc, aujourd'hui, que Talon décide de quitter le pouvoir, quand il avait dit qu'il allait partir, les gens doutaient. Bon, les gens continuent de douter encore, mais là, il a choisi... c'est son voisin de l'Ouest, excusez-moi, voisin de l'Ouest. Maintenant qu'il a choisi son dauphin et que tout porte à croire que ce dauphin a des chances de gagner les prochaines élections, je ne le dirai pas de façon systématique, mais c'est possible qu'il gagne les prochaines élections. Il faut que les Béninois sachent que Faure Gnassingbé, c'est comme Poutine, c'est-à-dire il intervient dans les histoires comme ça. Il va vouloir influencer les élections au Bénin, d'une manière ou d'une autre. Il va vouloir, si c'est possible, par des réseaux, cautionner quelqu'un qui soit favorable à son pouvoir. Donc les Béninois ne doivent pas croire que parce que Réki Amadjougou est en prison ou Joël Aïvo est en prison, que le danger est fini. Parce que lui, son objectif, c'est de sécuriser ses arrières, que ce soit du Bénin
du côté du Ghana et du côté du Burkina. Donc, il va vouloir influencer d'une manière ou d'une autre les élections au Bénin. Son père l'avait déjà fait avec, en 96 ou 97, lorsqu'ils ont ramené Kérékou, en achetant certains opposants qui ont lâché le président Nicéphore Soglo et qui sont partis chercher Kérékou. Kérékou lui-même, à 1 an des élections, avait été reçu à Piapa et à Dema, qui lui avaient donné les moyens. Et puis ensuite, depuis Lomé, ils se sont occupés d'acheter, de donner les moyens à certains leaders pour que ces leaders-là lâchent Nicéphore Soglo pour rallier Kérékou. Et vous savez de qui je parle, ces leaders qui ont été achetés en 96 ou 97 par le pouvoir togolais. On a un ami qui est aujourd'hui dans le combat, un officier qui parle généralement, que vous connaissez. À l'époque, il était l'aide de camp du président de l'Assemblée nationale, Daoukou Péré. Et il me racontait comment ils ont chargé les sacs d'argent dans la voiture de l'homologue de Péré du Bénin, qui a basculé dans le camp de Kérékou. Cet homologue-là que Yadema a reçu à Lomé 2, et ils ont mis beaucoup d'argent, beaucoup de sacs d'argent dans la voiture de ce monsieur. Il est encore vivant, il est vieux, il est toujours dans la politique. Et quand ce monsieur est rentré au Bénin, immédiatement, le lendemain, il fait une conférence de presse et il déclare apporter son soutien à Kérékou et il lâche Nicéphore Soglo. Et donc, cet officier qui est aujourd'hui dans le combat avec nous, il était l'aide de camp à l'époque, ceux qui ont chargé ce véhicule-là de l'argent. Et puis après, ils sont retournés plusieurs fois au Bénin avec de l'argent parce que la voiture, c'est une voiture du président de l'Assemblée togolaise, donc elle était diplomatique, donc on ne pouvait pas la fouiller à la frontière. Ils sont allés plusieurs fois avec de l'argent au Bénin chez ce monsieur et un autre qui est Adja, qui était aussi très à l'époque au Bénin. Et donc, tous ces gens-là ont eu des financements du Togo pour ramener Kérékou au pouvoir. Ensuite, donc Kérékou est venu au pouvoir, donc Nicéphore Soglo est tombé parce qu'ils estimaient à l'époque que Soglo était favorable à l'opposition togolaise dans les années 90 jusqu'à 92, 93, 94, 95. Et donc, au Burkina, par exemple, je pense l'avoir aussi dit, cette information, je l'avais donnée lors de... Voilà, c'est les deux noms là que vous avez donnés, c'est les deux qui ont fait le jeu. Le Bruno et le Moupedi, voilà, c'est les deux là. Et donc, au Burkina, par exemple, pour le deuxième mandat de Roch Christian Kaboré, le Togo a fait beaucoup pour qu'il puisse passer au premier tour. Vous savez que c'est un beau national. Et donc, le Togo a mis beaucoup de moyens. Et je ne sais plus en quelle année ils ont fait le Roch est parti pour le la deuxième élection, pour son deuxième mandat. Je ne sais plus si c'est en 2016, je ne sais plus trop. Bon, l'année m'échappe. Mais il faut savoir que pour le second mandat de Christian Roch Kaboré, il y a des urnes qui ont été bourrées au Togo. Il y a des urnes qui ont été bourrées au Togo et convoyées dans 70 camions. Recouvertes de bâches sous forme d'une entreprise qui achemine du matériel vers le Burkina. Et ces camions ont été conduits par une unité spéciale de la gendarmerie togolaise, pilotée à l'époque par l'ancien directeur général de la gendarmerie, le tortionnaire que vous connaissez. Et ce véhicule, ces 70 véhicules-là ont été acheminés jusqu'à la frontière à CKC. Et c'est des trucs bourrés. Ils ont bourré les urnes au Togo et ils les ont acheminés jusqu'à CKC. Et une fois à la frontière, les éléments de Christian Roch Kaboré ont récupéré les 70 véhicules avec les urnes et bourrés et ils sont allés, ils les ont dispersés dans certaines régions, ce qui a permis à Christian Roch Kaboré de sortir au premier tour des élections au Burkina pour son deuxième mandat. Et malheureusement pour lui, il n'est pas allé au terme de son mandat, il a été après renversé. Donc, c'est pour vous expliquer la nocivité du régime togolais.
et son intrusion dans la politique interne des pays voisins, histoire de sécuriser ses arrières. Donc, les Béninois doivent rester éveillés à partir de maintenant que Talon a choisi son dauphin. Il faut surveiller les allers-retours de Yahi Boni. C'est un très grand pion du régime togolais. Il faut surveiller ses allers-retours. Il faut contrôler les véhicules qui rentrent au Bénin, même s'ils sont des véhicules diplomatiques ces temps-ci, pour voir si on n'achemine pas des moyens financiers au Bénin, parce que il va vouloir toujours sécuriser. Parce que si le jeune dauphin de Talon passe comme président, on sait que c'est Talon qui est toujours là d'une manière ou d'une autre. Donc les relations ne vont pas certainement s'améliorer. Ça, il le sait. Alors qu'au nord de son pays, il sait que la situation aussi dans le Sahel n'est pas très, très, très bonne. Dans le Sahel, les choses sont en train de dégénérer. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, le Mali, le Burkina. Vous voyez le Mali, on avait prédit tout ça, les gens nous ont insultés. Il n'y a pas de triumvirat pour gérer un pays. Ça n'a jamais existé. Vous faites un coup d'État, vous êtes ensemble. D'une manière ou d'une autre, ils vont s'éliminer jusqu'au dernier. On a vu, ça c'est une constance de l'histoire. On a vu Sankara. Sankara avec Djendjiri, Lengani, Kabore, Zongo. Des 5 qui avaient pris le pouvoir en 83 avec Sankara, ou je ne sais pas quelle année, en 82 avec Sankara, mais les autres ont été éliminés un à un. Et il n'est resté que Djendjiri et puis Kampaoré. Et Sankara a été éliminé, Lengani a été éliminé, Kabore a été éliminé, ou c'est Zongo plutôt, je ne sais plus. Et puis il n'est resté que Djendjiri et Sankara. Et donc, les autres pays où les militaires refusent de quitter le pouvoir sous quelques arguments qu'ils avancent, ça va toujours créer des problèmes. Comme j'ai eu à vous le dire, la première victime d'un coup d'État, c'est l'armée elle-même. La première victime d'un coup d'État, c'est l'armée elle-même. Parce que le coup d'État, lorsqu'il arrive, ça disloque l'armée. Ça brise les carrières des militaires. Surtout quand c'est organisé par les jeunes officiers ou les officiers subalternes. Ils prennent le dessus sur les officiers supérieurs et donc, comme ils sont dans le complotisme permanent, ils vont commencer par éliminer les uns les autres. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ce n'est pas... C'est pas nouveau. L'histoire est remplie des exemples. Et donc, vous voyez comment, au Mali, ils sont en train de se liquider. C'est pas fini. C'est pas fini. Parfois, ça peut être vrai, parfois ça peut être des faux coups d'État. Mais l'essentiel, c'est que il y a un qui va se détacher, il va éliminer les autres. Donc, il sait très bien que dans ces pays-là, ça ne va pas du tout. Sinon, le Burkina n'enverrait pas des gens aller aux Nations Unies pour demander le secours. Même la Russie ne va pas commencer par dire il faut que la communauté internationale se penche sur la question du Sahel. Chaque jour que Dieu fait, les barbus avancent. Ils prennent des villes, ils prennent des localités. Pour ceux qui suivent cette actualité régulièrement, c'est une situation assez préoccupante. Donc, il sait que ses amis qui sont au front nord, à qui il s'est adossé pendant longtemps pour semer un peu de confusion dans l'opinion en Afrique, sont en difficulté. Alors, il surveille son flanc gauche et son flanc droit, l'Est comme l'Ouest. Et donc, Faure aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui beaucoup de chefs d'État ne parlent plus dans la région, parce que son cas est devenu un cas problématique. Tout le monde le regarde d'un coin de l'œil, d'un bout. Tout le monde le regarde comme une anomalie dans la région. Donc, beaucoup de gens le regardent avec beaucoup d'anomalie, en disant, mais il a quoi? C'est quand même quelqu'un qui est... Pourquoi il ne comprend pas qu'il doit partir? Donc, tout le monde le regarde. Les gens le regardent avec beaucoup de mépris. Et il le sent. Il le sent. Il sent que les gens, à part ses amis peut-être du Sahel, beaucoup de gens le regardent avec beaucoup de mépris. Donc, il sent qu'il n'est pas à l'aise. Donc, il se donne tous les moyens pour essayer de se barricader. Et donc, il va se barricader davantage. Donc, les Béninois doivent garder un œil sur le Togo parce que je ne vous fais pas de la fiction. Hein. L'analyse que je fais, je suis parti des faits. Je suis parti des éléments factuels. Pour l'histoire de Kérékou, d'Erumbedi et de Bruno Amoussou, c'est factuel.
L'histoire de Roch Kaboré, c'est factuel. Le Ghana, on a tellement d'exemples de l'intrusion du Ghana, du Togo dans la politique au Ghana. C'est factuel. Donc, il serait vraiment curieux que le Togo, Faure ne regarde pas ce qui va se passer au Bénin dans un an. Il va certainement regarder de là-bas et voir s'il peut peut-être appuyer quelqu'un qui est favorable ou qui soit favorable à son régime. Donc, il faut que les Béninois gardent un œil sur cette situation-là. Voilà l'analyse que j'ai voulu vous faire.